Eh bien, bienvenue à ce webinaire donc dédié à la flore menacée par le changement climatique à destination des gestionnaires d'espaces naturels qui vise à présenter des outils permettant d'intégrer la vulnérabilité climatique dans la gestion de ces espaces. Donc, je suis Kevin Romeyer, botaniste et phytosociologue au CBN Sud-Atlantique, et nous ferons cette présentation à deux voix avec mon collègue Rémi David, qui est biostatisticien. Donc, quelques informations de rappel à tous sur ce webinaire qui du coup est enregistré et qui sera disponible en replay. Les micros et caméras sont volontairement coupés et c'est notre modératrice Émilie Chamard qui pourra activer les micros lors de sessions de questions qui sont prévues à la suite des présentations. Vous pouvez poser vos questions, réagir dans l'espace de discussion et puis nous y répondrons durant les temps d'échange. Et du coup, comme je disais, la vidéo sera disponible en replay associée à une plaquette de synthèse. Donc, en introduction, donc, ce webinaire fait suite à la parution fin 2025 d'un rapport d'études complet sur le sujet de la menace climatique sur la flore et qui est disponible sur le site de l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. Du coup, je peux enchaîner sur le déroulé de ce webinaire. Il y aura plusieurs points qui vont être abordés. Tout d'abord, le cadre de ce webinaire, le contexte de l'étude, de pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur la menace climatique sur la flore. Rémi fera une présentation sur la démarche de caractérisation de la sensibilité climatique des espèces végétales et l'élaboration d'une première liste d'espèces menacées qui s'ensuit avec des précautions d'emploi. Ensuite, on aura un premier temps d'échange sur ces éléments d'une quinzaine de minutes. Donc là, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On pourra y revenir à ce moment-là. Et puis, vous aurez l'occasion aussi de prendre la parole en levant la main. Ensuite, on reprendra en détaillant les premières tendances qui ont été identifiées à partir des espèces identifiées comme menacées et les applications et outils disponibles dans le cadre de la gestion des espaces naturels. Et on finira avec les perspectives de ces travaux, avec enfin un second temps d'échange sur ces aspects et de façon plus générale. Donc pour le cadre de ces travaux, ça s'est fait dans le programme Les Sentinelles du climat en Nouvelle-Aquitaine, qui est un programme de recherche-action initié en 2016 par Systude Nature avec une multitude de partenaires techniques et institutionnels et qui s'articule autour de trois axes principaux. Le premier qui est un axe de surveillance. Donc, dans ce cadre-là, on a développé tout un réseau de placettes, de suivi sur des espèces à mobilité réduite pour la faune et sur certains habitats possiblement sensibles au changement climatique. Le second axe, c'est de comprendre les réponses de ces indicateurs face aux effets du changement climatique pour, in fine, offrir des leviers d'action sur le terrain. Et donc là, les travaux qui vont être présentés aujourd'hui sont à l'intervalle entre la nécessité de compréhension à partir des travaux de modélisation et la restitution aujourd'hui aux différents acteurs du territoire. Donc la question qu'on s'est posée au sein des conservatoires botaniques nationaux par rapport à cette question, c'est du coup l'impact des changements climatiques sur la répartition des espèces végétales à l'échelle régionale, en sachant que des travaux avaient montré que le sud-ouest de la France était une zone qui était fortement affectée par un remplacement potentiel de la flore, comme on le voit sur la carte de gauche, avec un taux de substitution qui avoisine les 70% à l'horizon 2080. Et l'autre hypothèse
qu'on avait, c'était que les espèces et les cortèges qui étaient en limite d'aire de répartition présentaient une sensibilité plus grande au changement climatique. Et donc, on avait plusieurs questions en fait associées à ça, liées à la progression potentielle d'espèces méditerranéennes, la régression ou la disparition d'espèces d'affinité atlantique ou boréo-montagnarde, la remontée des espèces montagnardes en altitude ou également des questions sur la dynamique des espèces exotiques envahissantes. Enfin, des espèces exotiques en général et notamment envahissantes. Alors du coup, cette question de répartition des espèces, elle est assez complexe à appréhender, notamment dans le cadre des espèces végétales, parce qu'il y a énormément de facteurs qui vont conditionner cette répartition. Ça peut être déjà dans un premier temps le mode et la vitesse de dispersion des graines chez les plantes. Le cycle de vie également, ça va pas être la même chose si on parle d'une plante annuelle ou d'un arbre. Les facteurs de continuité écologique et de fragmentation des habitats vont être assez importants également. Il peut y avoir des questions d'adaptation génétique locale. On a un bon exemple avec le hêtre du ciron qui est présent depuis 40 000 ans dans les gorges du Ciron avec des variations climatiques assez importantes au cours de cette période et pourtant le hêtre est toujours là. Évidemment, des conditions de sol, des conditions topographiques, et puis toute une gamme d'interactions biotiques, que ce soit des symbioses, de la compétition entre plantes, mais également avec la faune, la prédation, et également les effets de la dynamique végétale. Et parmi toutes ces conditions, ces facteurs d'influence de la répartition des espèces végétales, il y a évidemment les conditions climatiques, à la fois passées et actuelles, qui sont assez déterminantes pour la plupart des espèces végétales qui ne peuvent pas se mouvoir rapidement dans l'espace. Et donc, du coup, s'est posé la question de l'impact qu'aurait du coup le changement climatique sur la répartition. Et donc, vu qu'on dispose de projections climatiques futures, qu'est-ce qui se passe si justement on fait varier ces variables climatiques? Et donc, à partir de là, on va surtout parler pas forcément directement de répartition des espèces végétales, mais plutôt d'affinité climatique et environnementale dans toutes les cartes qui vont être présentées par la suite. Et du coup, Rémi, je te passe la main pour le partage du diaporama. Ouais. Donc du coup, comme disait Kevin, on va chercher à projeter les conditions futures de présence, enfin d'affinité des espèces plutôt que de présence. Mais pour ça, la première étape, c'est de reconstruire l'affinité climatique actuelle de toutes ces espèces. La première étape pour reconstruire l'affinité climatique actuelle, c'est le nerf de la guerre, ce sont donc les présences avérées des espèces végétales, telles qu'on a pu les rassembler pour cette étude. On a rassemblé au départ à peu près 4,5 millions de données qui sont disponibles dans l'OBVNA, auxquelles on a appliqué donc des filtres, des tris, etc. en fonction d'un certain nombre de critères que je vous ai listés ici. Donc il y a d'abord des critères spatiaux. C'est-à-dire que nous, on a travaillé à la maille de 1 km par 1 km de côté. C'est la résolution des sorties que vous pourrez observer par la suite. Pour que les données soient prises en compte dans cette étude, il faut évidemment qu'il y ait un géoréférencement, c'est-à-dire qu'il y ait, si ce n'est un pointage GPS, qu'il y ait une géométrie, c'est-à-dire un linéaire, un polygone, donc on puisse situer en fait la présence de l'espèce à l'intérieur de la maille de 1 ou en chevauchement sur plusieurs mailles. À ce moment-là, on a des critères d'affectation d'une maille à l'autre pour qu'il n'y ait prise en compte que dans une des mailles et qu'on n'ait pas des doublons. Il y a aussi des critères temporels, c'est-à-dire jusqu'où on va remonter dans les données qu'on bancarise en fait et qu'on utilise pour les modélisations ensuite. Là, le choix qui a été fait pour l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, c'est un choix qui du coup se base sur des périodes de production des inventaires systématiques qui sont différents entre les trois CBN impliqués, donc CBN SA pour nous, Sud-Atlantique, Massif Central pour le Limousin et Pyrénées-Midi-Pyrénées pour la partie sud du département 64. Et donc du coup, ce qui permettait d'avoir un maximum de données sans remonter non plus trop loin pour ne pas faire de l'affinité climatique passée cette fois, c'était de prendre un cadre qui était entre 1995 et 2019. En tout cas, c'est ce qui a été jugé pertinent pour cette étude, au dire des différents collègues qui ont été consultés des différents CBN. Il y a aussi des filtres taxonomiques, donc on a donc
On a utilisé le rang spécifique, donc on travaille à l'espèce, pas à la sous-espèce, ni à la variété, etc., ni au-dessus au genre. On est vraiment resté dans le cadre de l'espèce. On a pris les données valides ou en attente de validation, puisqu'il y a un certain nombre de données où le travail n'a pas encore été fait à la main, si vous voulez, à dire d'experts, d'aller valider, mais où la présence est quand même relativement probable, donc on a jugé bon de les utiliser pour cette étude. Il peut y avoir des espèces qui ont des risques de confusion nomenclaturale entre deux espèces, et donc du coup dans ces cas-là, pareil, il y a un relevé à dire d'experts, un balayage à dire d'experts en fait de la liste des espèces qui a été fait, qui a permis d'extraire ces possibilités de confusion. On fait aussi des filtres sur la spontanéité, c'est-à-dire que là, nous, l'idée, c'est de reconstruire l'affinité des espèces sauvages, donc pas du planté, pas du cultivé, pas du subspontané. Donc on a pris les cas où c'était notifié en spontané. Et il y a aussi des cas d'espèces pour lesquels la modélisation n'était pas faisable en l'état. On n'avait soit pas les bonnes variables environnementales, soit pas les données suffisantes. Et donc on a mis de côté pour l'instant les espèces littorales et les espèces aquatiques. Et après, le plus gros filtre en fait sur les données qui nous a fait mettre de côté la plus grande partie des 4,5 millions de données de départ, c'est les filtres sur l'occurrence. C'est-à-dire qu'on a jugé pas suffisant pour travailler des espèces qui avaient moins de 10 mailles de présence brute de la Nouvelle-Aquitaine. Je vous expliquerai après pourquoi, parce que ça dépend de comment fonctionnent les modèles. Donc par défaut, toutes les espèces avec moins de 10 mailles, donc les espèces les plus rares de la région, sont exclues de l'étude, ce qui est une des limites qu'on développera plus tard de cette étude. Tout ce qui est entre 10 et 50 mailles, on a passé en revue systématiquement toutes ces espèces et toutes les cartes de répartition de ces espèces pour voir si on les incluait ou pas, à dire d'experts avec les experts botanistes du CBNSA et des autres CBN. Une fois qu'on a donc ce pool de données filtrées, triées, rassemblées, on a fait un rééquilibrage sur les pressions d'observation, puisque les pressions d'observation sont différentes entre les différents secteurs de la région, même en intra-TAG, nous, entre le Poitou-Charentes, par exemple, au nord, qui n'a pas encore connu, qui est en train de connaître en fait actuellement son inventaire systématique, et d'autres parties de la région, on peut avoir par exemple un gros delta. Donc pour pallier ces différences, on a fait 2 étapes de débiaisement, si vous voulez. La première étape, c'est ce qu'on a appelé la désagrégation spatiale. L'idée, c'est dans une maille de 2 km par 2, où vous avez donc 4 mailles de 1 par 1. Vous ne gardez qu'une de ces 4 mailles. Si les 4 sont en présence de l'espèce, vous n'en gardez qu'une, c'est celle avec la présence la plus récente. Vous faites ça sur toute la région, et ça a pour propriété, dans les secteurs où vous avez entre guillemets peu de données, c'est-à-dire à chaque fois une seule maille qui s'allume parmi les 4, vous ne dégradez pas l'info, c'est-à-dire vous gardez tout en fait, toute l'information qui est disponible. Et dans les secteurs où vous avez beaucoup plus une pléthore de données avec toutes les mailles qui s'allument, vous n'en gardez qu'une sur les 4, et donc ça vous rééquilibre entre les secteurs bien prospectés et moins bien prospectés, sans perdre d'infos sur le plan spatial dans les secteurs où vous avez moins de prospection. L'autre débiaisement, c'est de faire appel à la cartographie de la pression d'observation via un proxy. En l'occurrence, c'est celle de l'espèce la plus commune et ubiquitée de la région, donc c'est Plantago lanceolata, qui nous a permis de voir les secteurs où la probabilité qu'un expert botaniste soit passé était plus faible, et donc du coup de pondérer les résultats entre les secteurs bien prospectés, encore une fois, et les secteurs moins bien prospectés. Donc ça nous fait passer d'un pool de départ de 3740 espèces au total en Nouvelle-Aquitaine à 2181 plantes qui ont donc été étudiées pour cette étude. Donc vous voyez, on perd un gros tiers. Une fois qu'on a donc ce pool de données d'espèces végétales, on va les mettre en regard de variables environnementales et climatiques. Donc ces variables environnementales et climatiques, c'est quoi? C'est d'autres rasters. Un raster, c'est une carte sous format pixel, donc toujours à la même résolution de 1 km par 1 sur base de mailles INPN, donc les mailles nationales qui nous servent à bancariser la donnée espèce. Il y a tout un travail de mise à l'échelle et sur le bon raccord avec toutes ces variables environnementales de départ qui sont dans différents formats et résolutions. Et on arrive donc à une banque de données avec des données pour la pédologie, pour l'hydrologie, et donc évidemment pour ce qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui, la climatologie. Ce sont des données Météo France en l'occurrence, qui sont les données des projections, non pas les toutes dernières, parce qu'à l'époque où a été réalisée l'étude, elles n'avaient pas encore été régionalisées. Si vous voulez, les modèles globaux, on en est au CMIP 6, et à l'époque c'était le CMIP 5, qui était en cours et qui avait été régionalisé pour la Nouvelle-Aquitaine, et donc passé à une résolution
résolution suffisante pour l'étude. Et donc c'est celui-là qui a été utilisé. Je vous rassure, il n'y a pas de différence majeure entre CMIP5 et CMIP6. Donc quand on met en regard les présences avérées des espèces avec les variables environnementales et climatiques, on a d'abord une phase d'apprentissage par le modèle. C'est pas directement de l'intelligence artificielle au sens de ce que vous entendez actuellement, c'est l'étape juste avant, ça s'appelle le machine learning, qui consiste donc à faire comprendre à la machine, si vous voulez, les gammes d'affinités pour chacune des variables, des 36 variables, pour chaque espèce. Donc je prends un exemple lambda, une espèce, donc on va dire le hêtre, va apprécier une température moyenne annuelle entre 12 et 13 degrés, en même temps une précipitation annuelle entre 800 et 900 mm. Donc là je dis n'importe quoi, hein, c'est des exemples, mais vous avez cette conjonction de toutes les gammes d'affinités climatiques et environnementales de chaque espèce va faire que quand vous projetez ensuite cette niche écologique reconstruite de l'espèce sur toutes les variables climatiques et environnementales que vous avez pu rassembler, vous arrivez à reconstruire une carte d'affinité, ce que vous avez ici en bas, en niveau de vert et jaune et rose, une carte d'affinité climatique de l'espèce pour la période actuelle. Parce que là, on a utilisé les variables climatiques actuelles. Nous, notre objectif, c'est de travailler sur l'évolution de cette affinité climatique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi fait exactement le même travail en projetant sur les variables climatiques futures. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le modèle CMIP5 de Météo France, qui fait des projections pour différents horizons et scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on arrive donc avec, pour chaque espèce, deux sorties, une affinité climatique actuelle et une affinité climatique future. Quand on compare ces deux sorties, on peut produire une carte du type de celle que vous avez tout en bas à droite, qu'on appelait l'évolution de l'aire d'affinité climatique de l'espèce pour le futur. Et donc la façon de lire cette carte, c'est ce qui est dans la légende en bas à droite qui est difficilement lisible. Là, c'est petit, mais vous l'aurez si vous téléchargez les cartes qui sont disponibles sous format PDF sur l'OBV en lien avec le rapport. Vous pourrez accéder à toutes ces cartes, à la fois les cartes en niveau de vert pour chaque espèce et les cartes en évolution, donc en gris, rouge, bleu et blanc pour chaque espèce aussi. Donc les couleurs, c'est si vous êtes dans les zones, les secteurs, les pixels en gris, vous êtes dans des secteurs où l'espèce va se maintenir entre la période actuelle et la présence future, en tout cas son affinité. Son affinité climatique va se maintenir. Donc on aura toujours des conditions qui permettent son bon développement. Si vous êtes dans les secteurs en rouge, comme on voit beaucoup pour cette espèce-là, on est sur le nard raide, une espèce herbacée de montagne, qui ont plutôt une affinité fraîche. On voit que pour elle, il y a pas mal de secteurs, notamment en Limousin, mais aussi sur le piémont pyrénéen, où ça va commencer à devenir difficile en termes de conditions climatiques macro générales. Donc en gris, c'est les zones où elle se maintient, en rouge, c'est les zones où l'affinité climatique régresse. Et ce que vous n'avez pas sur cette espèce, parce que ce n'est pas un cas où ça progresse, vous avez d'autres espèces pour lesquelles, pour lesquelles on a plutôt, on constate une progression. Je vous montrerai ça juste après. Donc vous voyez ici la même chose en plus grand, en plus détaillé. Ce que nous permet de faire cette carte donc, de l'évolution, c'est quand on fait un simple ratio donc, du nombre de pixels qui était donc en affinité climatique suffisante pour l'actuel versus le nombre de ces mêmes pixels qui restent en affinité climatique suffisante pour le futur. Donc, si vous voulez, on fait l'ensemble du gris plus le rouge, moins le gris en question. On arrive à un taux de contraction de cette zone en gris par rapport à la zone grise de départ, qui est pour cette espèce donc de moins 84%. Donc, ce que dit ce chiffre, c'est que la superficie totale en kilomètres carrés, puisqu'on est sur des mailles de 1 par 1, d'affinité climatique du nard raide en Nouvelle-Aquitaine pour cette période future, elle diminuera donc de 84%. Ce sont ces taux de contraction, expansion des aires climatiques favorables des espèces qu'on a appelé donc dans la suite l'indice de sensibilité climatique de chacune des espèces. Donc voilà, je vous parlais d'espèces pour lesquelles l'avenir était plus radieux. Donc vous avez un exemple en bas
comme pour l'arbousier, qui est actuellement, effectivement, on le constate sur le terrain, en progression chez nous, en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, vous voyez que petit à petit, horizon après horizon, donc oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, les modèles Météo France nous proposent non pas une seule sortie pour le futur, mais 9. C'est-à-dire que c'est la combinaison de 3 horizons temporels, donc 2021-2050, ça c'est l'horizon proche, 2041-2070, l'horizon moyen, et 2071-2100, ça c'est l'horizon lointain. Et vous pouvez aussi croiser ça avec 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ça s'appelle les RCP. Donc le RCP 2.6, c'est le scénario d'émission faible, le RCP 4.5, c'est le scénario d'émission moyenne, modérée, et le RCP 8.5, c'est le scénario d'émission forte. Donc nous, notre intérêt, c'est d'identifier les premières tendances des impacts directs du changement climatique sur la flore à risque. Non seulement parce que nous, on est en conservatoire botanique national, donc on a évidemment un rôle sur la conservation des espèces. Donc on va avoir plutôt tendance à s'intéresser aux espèces qui sont en régression qu'à celles qui sont en progression. La deuxième raison qui fait qu'on s'est concentré sur cette partie-là en l'état, parce que les autres résultats nous intéressent aussi en réalité, c'est qu'on a identifié des limites méthodologiques pour les projections des espèces en progression. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la partie limite des résultats. Donc une des applications, c'est qu'on cherche à fournir un premier document d'alerte sur les espèces menacées directement par le changement climatique, notamment pour alimenter les critères des listes rouges et ou la bioévaluation de la flore dans chacune des études régionales et locales qui font intervenir l'impact climatique sur les espèces. Donc pour cela, comme je vous ai dit, on a créé un indice de sensibilité climatique. L'idée n'était pas de produire donc 9 indices de sensibilité climatique pour chacune des combinaisons scénarios d'émissions de gaz à effet de serre fois horizon temporel. On a fait un choix qui est forcément arbitraire. Donc on a choisi de se baser sur le scénario 8.5, donc celui des émissions fortes de gaz à effet de serre. Pourquoi Parce qu'en fait, si on suit l'évolution entre les premières projections qui ont été faites d'évolution d'émissions et les mesures qui sont menées chaque année à l'échelle globale, en fait on suit ce scénario depuis au moins une décennie. C'est ce que vous avez ici avec les estimations 2015 qui collent qui suivent en fait la courbe du haut, le RCP 8.5. Donc on est parti directement sur ce scénario-là parce que c'était en réalité le plus réaliste en l'état. Et on s'est basé aussi sur l'horizon temporel intermédiaire, donc 2040-2070. D'une part parce qu'il y a une certaine inertie de la flore et que donc du coup, pour une application en conservation, on s'est dit que c'était le plus pertinent, et aussi parce que plus vous avancez dans le temps, plus les projections forcément ont des incertitudes, et donc on a coupé la poire en deux, si vous voulez, entre le plus proche et le plus éloigné, et on a pris donc l'horizon intermédiaire qui satisfaisait plusieurs critères. Donc on produit à partir de cet horizon intermédiaire et du scénario d'émissions de gaz à effet de serre élevé, des taux donc, de contraction pour les espèces et qui sont donc les indices de sensibilité climatique. Et donc ça nous fait passer, vous avez vu tout à l'heure, on était passé de 3740 espèces de flore vasculaire connues en Nouvelle-Aquitaine à 2181 pour lesquelles donc du coup on a produit des indices de sensibilité. Le deuxième filtre, c'est que si vous passez le seuil de 30% de régression de l'aire d'affinité climatique pour une espèce, vous êtes dans le lot des 704 espèces qui sont donc en contraction de 30%, donc dans les espèces qu'on a considérées dans la suite de l'étude comme les espèces menacées par le changement climatique. Quatrième niveau, on a fait évaluer par plusieurs experts des différents CBN impliqués les sorties, donc toutes les cartes que vous avez vues juste avant en niveau de vert et en rouge, gris et bleu, donc les cartes d'évolution, on les a fait passer en revue par les experts des CBN Pyrénées, Midi-Pyrénées, Massif central et Sud-Atlantique des différentes ex-régions, pour avoir une idée de la cohérence des productions qu'on leur donnait vis-à-vis de ce qu'était leur avis à dire d'experts. Les experts ont fait, vous voyez, une sélection de la moitié à peu près des espèces de départ qui étaient considérées comme ayant des résultats de projection robustes, sachant leur avis en amont. Et donc c'est ce lot de 350 espèces qui ont été donc auditées et validées par les experts qu'on a appelé notre première liste Flore Sentina.
À l'intérieur de cette liste Flore Sentina, donc de 350 espèces, on a découpé en 3 niveaux, plus grossièrement donc les chiffres donc de moins 84%, comme vous avez vu tout à l'heure pour Nordus stricta. Comme il n'y a pas une fiabilité non plus au pourcentage près de la projection, puisqu'on est sur des incertitudes qui s'accumulent sur d'autres incertitudes, ce qui nous paraît en l'état relativement fiable et robuste, c'est de se concentrer sur des seuils avec 3 niveaux. Donc les espèces menacées, c'est quand vous êtes en régression de 30 à 50%. Les fortement menacés, c'est de moins 50 à moins 80%. Et les très fortement menacés, donc de moins 80 à moins 100%. Et donc vous voyez combien d'espèces ça concerne dans les 350, sachant les différences de limite, c'est-à-dire que là vous avez 20% d'écart, là vous avez 30% et là vous avez 20%. En gros, vous pouvez considérer que c'est réparti de façon relativement homogène sur toute la gamme des taux de régression pour les espèces. Donc il y a des précautions d'emploi à cette première liste et au taux de régression, donc aux indices de sensibilité. La première précaution, c'est qu'on est sur une liste qui est non exhaustive à ce stade. C'est-à-dire que vous avez vu qu'on a mis en lumière 350 espèces. Au départ, on était donc sur 700 espèces, 704 espèces qui étaient identifiées comme en régression par les modèles. Ça ne veut pas toujours dire que c'est pas parce que ça a été rejeté, si vous voulez, par les collègues au niveau des cartes, que la régression est infirmée. C'est-à-dire qu'on peut considérer quand même que la régression c'est crédible, mais les cartes n'étaient pas suffisamment pertinentes pour que le taux qu'on produit nous semble suffisamment robuste pour qu'on l'affiche en l'état. Donc il y a des étapes de méthodologie à développer à l'avenir qui nous permettront en fait de compléter petit à petit cette liste de 350. Donc si vous voulez, 350 c'est le seuil bas pour les effectifs d'espèces menacées en l'état. On a aussi, vous avez vu, une prise en compte fragmentaire de ce qu'est la biodiversité végétale en Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire qu'on a mis de côté certains groupes, je vous ai parlé donc des littorales et des aquatiques. Ce qu'il y a aussi dans l'autre sens, si vous voulez, on a des espèces qui sont dans la liste, donc qui sont considérées comme menacées. Ça ne veut pas dire qu'en fait vous ne pouvez pas avoir des facteurs de compensation locaux, notamment la topographie, l'exposition, différentes choses, qui peuvent arriver en tamponnant les effets du changement climatique à assurer un maintien de l'espèce dans certains secteurs où pourtant, à l'échelle macro, sur les cartes, ce qui va être affiché, c'est plutôt une perte d'affinité. Donc ça marche dans les deux sens. Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas prises en compte dans les modèles en l'état, c'est-à-dire qui sont des purs modèles d'affinité climatique. Là, on ne prend pas en compte les interactions biotiques, par exemple, entre les espèces. Une chose est de dire que les espèces, telle espèce peut être présente du fait de son affinité, une autre est de dire qu'elle peut réellement être présente in fine sur le terrain, sachant le contexte local de ce qui est présent des autres espèces, notamment. La menace climatique, c'est aussi différent de la régression-disparition des espèces, ce que je vous disais, parce qu'une affinité environnementale, c'est pas directement une répartition future, c'est encore un petit peu toujours la même notion, c'est-à-dire que la raréfaction potentielle de l'espèce ne veut pas dire que vous aurez une régression, disparition localement du fait de ces effets tampons. Donc c'est bien, on faut prendre réflexion là-dessus. Il y a de l'espoir si vous voulez. C'est pas parce qu'une espèce est en régression localement ou encore plus régionalement que c'est forcément un indicateur de menace ou d'inadaptation de l'espèce localement. Il y a des leviers pour arriver à tamponner ces effets et à arriver à un maintien de l'espèce et à une conservation. Donc là, on arrive à la fin de donc, la première partie explication technique de comment on arrive à ces indices de sensibilité. Donc si vous avez des questions, je n'ai pas regardé si dans le chat, etc., il y avait des choses. Émilie, peut-être. On a une première question de Yann Sellier qui demande la prise en compte, je suppose, des capacités de dispersion des espèces. Oui. Alors ça, c'est typiquement, c'est même notre première étape de développement méthodologique qu'on envisage parce que c'est la chose la plus pertinente selon nous pour affiner cette liste, à savoir que là, en fait, vous avez un certain nombre d'espèces qui ne sont pas dans les 704 espèces identifiées comme avec un taux d'affinité qui régresse, parce que, en fait, une chose est de dire, comme je disais tout à l'heure, que vous avez la zone d'affinité climatique qui se déplace d'un secteur à un autre, même si vous avez une surface en point A, au début en A qui est au final la même surface que celle en point B. Une chose est de dire que l'affinité s'est déplacée, une autre est de dire que les espèces ont pu suivre. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment ici d'affinité climatique, de zone d'affinité climatique et de régression de l'aire d'affinité
pas de régression de l'aire de répartition des espèces. Mais si on veut passer à quelque chose effectivement de ce style-là, la première chose effectivement pour nous, ce sera de s'intéresser à ces capacités de migration. Il y a des solutions techniques qui ont déjà été employées dans d'autres régions d'ailleurs, qui peuvent être mises en place. C'est juste que nous, pour l'instant, on n'en est pas encore là de ces développements et on réfléchit encore à... Il y a différentes solutions techniques, donc on réfléchit à comment on mettra ça en place à l'avenir, mais c'est bien dans nos projets, effectivement. On a une deuxième question sur de Guillemette Husson qui pose la question des espèces de milieu aquatique et littoral avec le mode affirmatif sur le fait qu'elles ne sont pas prises en compte pour le moment dans l'étude et est-ce qu'elles seront dans une seconde phase d'étude? Alors, la difficulté avec les espèces aquatiques et littorales, alors les littorales, elles sont sur la terre, donc ça pourrait être plus facile de les intégrer. On a fait des essais, je vous dis qu'on ne les a pas utilisés, en fait on a fait des modélisations pour voir ce que ça donnait. Simplement, les modélisations étaient systématiquement rejetées par les collègues parce que pas réalistes sur la présence des espèces, du moins l'aire d'affinité des espèces qui rentraient, si vous voulez, trop à l'intérieur des terres. On n'a probablement pas encore utilisé les bonnes variables environnementales qui nous permettraient de contraindre donc, ces présences d'espèces vraiment à la frange littorale. C'est quelque chose qu'on va essayer de développer dans la suite, mais qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place. Donc on a préféré dans un premier temps, pour pouvoir avancer sur le reste, sans être trop arrêté là-dessus, les mettre de côté pour l'instant. Les espèces aquatiques, c'est probablement plus compliqué. On l'a bien en tête, mais on est vraiment sur des milieux différents. Déjà, on est à l'intérieur de l'eau, donc on est limité à la présence des cours d'eau, des mares, des lacs et des étangs. Donc c'est vraiment assez différent, on est sur une autre thématique. Donc ça, on peut rien promettre pour l'instant. On a des pistes, mais on ne les a pas encore mises en application, on n'a pas fait d'essai encore. Et dans la même veine, je prends forcément les questions dans l'ordre d'arrivée, mais là, comme on est dans la continuité, il y a une question sur le chat sur est-ce qu'il est prévu une analyse particulière pour les taxons rares, c'est-à-dire ceux dont la répartition est inférieure à 10 mailles. Donc ça rejoint un petit peu la question sur les suites de l'étude, la seconde phase. Ça, c'est pareil. Je vous dis qu'on a fait rien en dessous de 10 mailles. C'est pas tout à fait vrai. On est allé jusqu'à 4 mailles pour voir ce que ça donnait. C'est assez fluctuant. En fait, si vous avez, si vous voulez, une espèce qui est très localisée dans un contexte topo, climatique, environnemental en général, qui est très particulier et donc facilement compris par le modèle, on peut avoir des choses qui sont pas si mal, entre guillemets. Mais on a préféré quand même ne pas les intégrer pour l'instant parce que ça nous paraissait un petit peu trop audacieux. Pour des espèces qui sont avec des présences qui sont un petit peu réparties un petit peu partout dans la région et où du coup c'est beaucoup plus compliqué pour le modèle de comprendre, si vous voulez, d'inférer une logique et une niche climatique dans les présences dont il dispose comme données. Là, ça va être compliqué non seulement d'avoir des affinités climatiques actuelles, mais encore plus de projeter des affinités climatiques futures. On a bien conscience que c'est un problème parce que intuitivement, on a tendance à se dire qu'une espèce qui est rare, elle va être plutôt sténoès, donc c'est-à-dire avec des capacités de présence dans des milieux vraiment différents et donc d'adaptabilité qui est plus réduite. C'est néanmoins, si vous lisez le rapport, on a fait un paragraphe là-dessus. C'est pas ce qu'on observe dans les résultats pour les espèces qu'on a modélisées, c'est-à-dire que vous avez des espèces qui sont très communes et dont l'affinité climatique va beaucoup régresser, donc qui sont vraiment à risque, et d'autres espèces qui sont plutôt plus rares et dont en fait la zone d'affinité pose pas un souci en fait en l'état, et donc du coup elles vont plutôt se maintenir. Donc on est partagé en fait sur ces espèces-là. Le seule chose qui est certaine, c'est que moins vous avez de données, plus c'est compliqué d'arriver à produire des projections, quoi. Voilà, donc ce sera toujours un souci, ces espèces-là. Toujours sur la partie méthodo, on a une demande d'explicitation sur le fait que la non prise en compte des microclimats générés par les végétations et les effets locaux que ça peut avoir sur la dispersion des espèces. Oui, Michael. Oui, bah, évidemment, c'est ce que va peut-être un petit peu plus développer Kevin juste après, si je ne m'abuse. C'est des choses qu'on a évidemment aussi en tête, mais on n'en est pas là non plus. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur l'échelle macro, voir dans quel contexte général les espèces vont se retrouver. Et après, évidemment, ça donne très envie d'aller y voir plus localement pour avoir encore plus d'applicabilité terrain, et donc pour les gestionnaires, pour vous. Localement, typiquement, il y a des cas qui viennent en tête. Hein, la hêtraie du Ciron, c'est un cas qui va présenter
présenter Kevin juste après, je crois, qui se retrouve dès actuellement dans des zones où elle n'a pas l'affinité climatique, malgré tout elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas faire l'amalgame entre menaces et disparition, en tout cas plus capacité d'être en présence pour l'espèce. Donc oui, c'est pour les questions de conservation et d'action donc des structures, c'est vraiment une question centrale et un point qu'il va falloir développer. Moi, c'est pas ma partie directement pour le moment, mais c'est des choses qui sont étudiées. Il y a beaucoup d'articles qui sortent là-dessus en ce moment et on jette un œil évidemment dessus. On aimerait y mettre le doigt. Voilà. Et on a 2 questions toujours sur les espèces rares. Une qui nous demande du coup si c'est possible d'aller chercher des données d'occurrence hors région Nouvelle-Aquitaine pour mieux comprendre le modèle de répartition avec un peu plus de détails que je peux lire hein, dans la question. Et puis une autre, toujours sur les espèces rares, pour savoir si le fait d'utiliser des mailles de 1 km par 1 par 1, pardon, n'est pas un peu grand et est-ce qu'on n'aurait pas possibilité d'utiliser des mailles plus petites? Les mailles plus larges du coup, les mailles plus grandes En que 1 cas km par de 1, j'imagine. ouais, Ouais. à l'inverse. Alors, effectivement, je réponds d'abord à celle-ci, parce que j'ai en tête la maille d'inventaire systématique pour les CBN, en l'état, c'est 5 par 5, c'est pas 1 par 1. Donc effectivement, quand on passe à la maille de 1 par 1, ça nous a posé la question de est-ce qu'on n'allait pas perdre beaucoup d'informations, donc je vous le disais, dans les 4,5 millions de données de départ. On a fait des essais pour voir ça, vérifier qu'on n'avait pas trop de pertes en ligne, si vous voulez, et non, on a quand même plutôt pas mal d'infos qui restent, sachant que pour nous, pour les modèles du type, je ne l'ai pas dit, mais là on est sur des modèles qui s'appellent de type SDM, Species Distribution Model. L'idée pour ces modèles, c'est pas d'avoir dans une maille, dans chaque maille, si vous voulez, toute l'info de la richesse spécifique de toutes les espèces qui ont été vues, c'est-à-dire un inventaire absolument complet de toutes les espèces qui ont été vues dans chaque maille de la région. L'idée, c'est d'avoir pour chaque espèce une répartition relativement homogène sur le plan spatial qui va aller cocher toutes les cases, enfin remplir toute la zone d'affinité climatique et environnementale de l'espèce pour que la niche climatique soit bien comprise. Donc du coup, le passage à la maille de 1, je ne pense pas que ça a été, enfin c'est pas les résultats des tests qu'on a fait en tout cas, parce qu'on a fait aussi des modèles en 5 par 5 hein, pour voir. La seule chose qu'on a en 1 par 1, c'est qu'en fait, on a une meilleure résolution en l'état, donc il n'y a que du gain entre guillemets, sachant qu'on a un gros pool de données au départ, on a plusieurs millions de données. Je ne dis pas qu'avec des pools plus faibles, ça ne serait pas le cas, mais nous, avec les jeux de données CBN, c'était suffisant pour travailler à cette échelle-là, et pour tout vous dire, en fait, on réfléchit même à travailler à des échelles plus fines pour la suite, au moins à la maille de 500 mètres dans d'autres programmes. La question, en l'occurrence, c'était dans ce sens-là. C'était est-ce qu'il n'est pas envisageable pour les espèces rares de travailler à des mailles plus petites, donc en l'occurrence 500 ou voire même moins? Ça sous-entendrait que dans une maille de 1, on ait plusieurs notations de la présence des espèces rares en question, ce qui n'est pas impossible dans certains secteurs qui sont bien prospectés. On verra, peut-être. La suite nous le dira quand on travaillera à la maille de 500 mètres, si on arrive à donc augmenter le nombre de présences en augmentant le nombre de mailles potentielles pour l'espèce et passer donc le seuil des 10, on passerait à, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 20 mailles pour une espèce qui était vue que 8 fois pour l'instant. C'est pas impossible, effectivement, et peut-être que ça permettrait d'avoir en même temps, avec des variables environnementales qui varient entre une maille de 500 et une autre maille de 500 à côté, de bien prendre en compte c'est une possibilité, l'affinité. Et pardon, la question d'avant, j'ai oublié. Juste, mais ça va rejoindre la question posée par Thibaut. Sur Ah oui, les zones hors aller chercher Nouvelle-Aquitaine. des données d'occurrence hors Nouvelle-Aquitaine, parce qu'effectivement, pour ces espèces rares, et notamment parce que la première question était posée par Olivier du Parc national des Pyrénées, où effectivement, il peut y avoir beaucoup d'espèces rares à l'échelle des Pyrénées en Nouvelle-Aquitaine. Mais si on élargit à l'ensemble du massif pyrénéen, une espèce rare actuellement en Nouvelle-Aquitaine, elle peut devenir plus commune à l'échelle du massif pyrénéen et du coup plus facilement sujette à la démarche de modélisation. Donc effectivement, ça c'est un enjeu d'élargir l'emprise de modélisation. Et du coup, je te laisse compléter, Rémi, Ça, là-dessus. pour le coup, effectivement, c'est avant même les histoires de capacité de migration, c'était le premier facteur qu'on avait identifié donc avec Kevin comme une délimitation de nos résultats, c'est qu'on travaille à l'échelle administrative.
Et l'échelle administrative, les plantes n'en ont que faire, et donc en fait souvent elles la dépassent allègrement. Et donc une chose qu'on a pour certaines espèces du mal à prendre en considération, c'est l'entièreté de la niche écologique et climatique donc de l'espèce. Et comme on est sur une région administrative qui coupe en deux en fait le bassin aquitain, une des choses qu'on est en train de réfléchir et qui a déjà assez avancé sur le plan des discussions, en tout cas les collègues sont partants à ma connaissance, c'est de travailler au moins avec le CBN des Pyrénées à l'Est pour avoir, si ce n'est l'intégralité du bassin aquitain, mais la majeure partie, pour mieux reconstruire de façon plus complète, en tout cas, les niches climatiques de plein d'espèces qui actuellement se retrouvent coupées au milieu, sur une barre est-ouest. On a notamment des artefacts comme ça pour certaines espèces qui se retrouvent avec des projections qui ne sont pas réalistes, parce que si vous voulez, on n'a que des débuts de présence de ces espèces typiquement dans le sud-est du Lot-et-Garonne pour des espèces qui sont plutôt d'affinité méditerranéenne, qui sont prédites par les modèles comme se déplaçant petit à petit vers le nord-ouest, vers le Poitou-Charentes, en passant par la Gironde, si vous voulez. Simplement, c'est le parallèle que je fais toujours. Vous avez la locomotive qui avance, mais vous n'avez pas les wagons qui suivent, puisqu'en fait, les wagons, on ne les a pas. Actuellement, les données sont dans la zone Midi-Pyrénées. Et donc, du coup, ça, le modèle, il n'a pas la donnée pour la comprendre, donc du coup, il ne le reproduit pas. Et donc, c'est des espèces qui, des fois, se retrouvent prédites en régression ou au moins en stagnation. Dans le lot des 704 dont on a parlé, il y avait pas mal de ça aussi. Alors qu'en fait, c'est des espèces qui, selon les experts, quand ça a été audité, celles-là, elles ont été identifiées rapidement comme des espèces où la régression, elle n'était pas forcément très crédible, puisque c'est des espèces qui sont plutôt d'affinité chaude. Donc ça fait partie des choses aussi qui, en étendant aux régions limitrophes, ça devrait nous permettre de bypasser ces soucis-là, effectivement. Du moins, on l'espère, on compte dessus. Et il y a une dernière question, serait-il possible d'avoir des informations sur le modèle utilisé pour générer les graphiques de niche? Alors le modèle utilisé en l'occurrence c'est Maxent pour Maximum Entropy. Il y a toute la biblio là-dessus et le détail de comment on a procédé, notamment toutes les choses que je suis en train de vous dire, là, les discussions sur ce qui selon nous marche ou ne marche pas en fait dans nos résultats, les limitations, dans le rapport, dont le lien soit vous a été déjà fourni par mail, soit est sur le PowerPoint un peu plus tard, je crois, dans la partie de Kevin. Et en cliquant sur ce mail, vous pourrez accéder au rapport. Et dans le rapport, vous avez les liens pour télécharger donc, toutes les cartes et les annexes, et notamment donc, les parties où on développe toutes ces questions sur les modèles qu'on a utilisés. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pour l'instant, il n'y a plus d'autres questions. On peut enchaîner du coup sur la partie dédiée maintenant un premier panorama des tendances qui ont été identifiées donc pour ces 350 espèces menacées, avec en premier lieu une cartographie du risque climatique. Et là, je repasse direct la main à Rémi pour expliciter un peu comment a été construite cette carte avant d'en faire l'interprétation. Ah oui, j'avais zappé cette étape. Donc on est aussi allé un petit peu plus loin que juste vous sortir des taux de régression pour les espèces. On s'est intéressé à qu'est-ce que ça donne si on regarde toutes les espèces confondues de cette liste Sentina de 350 espèces pour le moment. Qu'est-ce que ça donne sur le plan spatial? Où est-ce qu'elles se concentrent ces espèces? Et donc on a utilisé pour ça un autre modèle, enfin c'est pas un modèle, c'est un algorithme qui s'appelle Zonation, qu'on a utilisé dans un autre programme Hotspot, pour ne pas le nommer, pour ceux qui peut-être auraient suivi cet autre programme qu'on mène avec les autres CBN de Nouvelle-Aquitaine. C'est un petit peu le même type de visualisation qu'on vous propose ici. On a mis du vert pour changer. Donc en vert, vous avez les secteurs où vous avez un minimum de ce qu'on a appelé ici le niveau de menace. Ce niveau de menace, ça se traduit par en fait, vous avez donc moins d'espèces tout simplement qui sont dans la liste des 350 présentes dans les pixels qui sont en vert. Et si vous avez des espèces qui sont dans cette liste, ce sont des espèces qui sont à des niveaux de menace faibles. À l'inverse, de l'autre côté du spectre, si vous êtes dans le noir au niveau maximum de menace, ça veut dire que vous avez un maximum d'espèces qui sont dans ce pixel de 1 par 1 km, qui sont dans la liste des espèces menacées en Nouvelle-Aquitaine par le changement climatique, et qui plus est avec des taux de menace, enfin des taux de régression importants. Donc vous êtes typiquement dans les très fortement menacés, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc ça vous donne cette représentation géographique
de ce qu'on peut dire en l'état, sachant les résultats qu'on a pu sortir pour le moment, pour 350 espèces, de où se situe un maximum d'espèces menacées en Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, pour le coup, je repasse vraiment la main à Kevin pour vous parler de ces secteurs, qui vous en parlera mieux que moi. Pardon. Merci Rémi. Du coup, voilà, cette carte, elle est assez parlante sur l'affichage finalement des zones de climat en fait tempéré à montagnard qui vont concentrer du coup des espèces menacées. Donc, on va retrouver en premier lieu les zones de collines et de montagnes, notamment le Piémont et la haute chaîne pyrénéenne, qui sont vraiment dans des niveaux assez foncés. Le plateau de Millevaches également en Limousin, ainsi que les monts d'Ambazac. Et en plaine, on va retrouver notamment le secteur du plateau landais, qui est un grand secteur qui concentre pas mal d'enjeux sur les zones humides, et pour lequel, du coup, il y a une pression liée au changement climatique. Également la Gâtine et le Bocage en Deux-Sèvres, et puis une large partie est de la Dordogne en contact avec le Limousin. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est évidemment, comme l'a dit Rémi, les lacunes sur la prise en compte de certains types de plantes, notamment sur la flore littorale ou aquatique, ce qui fait que pour l'instant, bah, typiquement, le littoral dunaire ne ressort pas en fait sur cette carte, tout simplement parce que les espèces comme l'Oya ou des espèces de dunes grises, etc., n'ont pas été prises en compte dans ce travail. Donc pour l'instant, on n'est pas capable de donner une indication de menace climatique sur ces espèces, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas menacées par les effets de l'érosion ou éventuellement des canicules ou des sécheresses qui pourraient limiter leur développement. Et je reviens pas après sur ce qu'a dit Rémi sur les zones en verte, qui ne signifie pas qu'il n'y a pas d'enjeu en fait de conservation. C'est simplement que les espèces dans ces secteurs-là, on est déjà dans des secteurs qui sont relativement chauds et secs une partie de l'année. Et du coup, forcément, les espèces dans ces secteurs-là sont un petit peu plus adaptées à un réchauffement. Et donc, on va avoir moins d'espèces fortement menacées, notamment dans ces secteurs. Donc voilà, ça c'est un premier résultat cartographique. Ensuite, on a travaillé dans le rapport, on a fait un petit peu plus de détails. Là, je vais présenter principalement deux éléments qui sont assez parlants. D'une part, sur la menace par rapport à l'optimum thermique des espèces. Donc, ça va rejoindre ce qu'on a vu dans la cartographie précédente. Donc, en fait, là, c'est simplement la répartition en fait, des espèces végétales qui ont été modélisées, donc les 2181. Et en fait, sur ces 2181, il y en a 2041 pour lesquelles on avait une indication de préférence thermique dans la base européenne EIVE, pour ceux qui connaissent, donc qui nous a permis de catégoriser en fait les espèces. Et donc là, on a la répartition donc, des espèces par gradient thermique. Donc on voit que la majorité de la flore de Nouvelle-Aquitaine, elle se situe dans la gamme mésothermophile, donc des espèces plutôt à large amplitude thermique. Et donc le premier constat en fait qu'on peut faire par rapport à ça, qui est assez parlant, c'est que la menace elle est très importante sur les espèces adaptées à des températures moyennes inférieures à 8 degrés. En gros, les espèces qu'on dit cryophiles et psychrophiles, donc les espèces vraiment montagnardes et boréales, quoi, et subalpines. L'autre information qui est assez intéressante à prendre en compte, c'est que ben, les espèces à large amplitude thermique, donc les mésothermophiles, elles sont également concernées quand même de façon assez significative en nombre d'espèces, pas forcément en proportion, mais il y a quand même 83 espèces. Et ça souligne quand même le fait que le risque climatique, il ne se limite pas uniquement à la flore montagnarde, mais aussi à des espèces qui peuvent être communes de climat tempéré.
Et juste pour finir sur les espèces vraiment d'affinité froide, on voit qu'il y a quand même une proportion de quasiment la moitié en fait des espèces qui est menacée. Donc, ce qui peut paraître assez logique si les températures sont de plus en plus douces en hiver et de plus en plus chaudes en été. Ces espèces-là, elles sont pas forcément adaptées à ces nouvelles conditions, donc elles pourraient en souffrir. Ensuite, un autre moyen de regarder cette liste d'espèces, c'est de regarder cette fois sur le gradient d'humidité édaphique. Là, on reprend les mêmes, le même schéma avec du coup la répartition des espèces en fonction des différentes catégories de préférence hydrique. Donc avec à gauche les espèces aquatiques et à droite les espèces vraiment des sols très secs. Et du coup une catégorisation en fait des espèces en fonction du facteur déterminant en fait de leur présence. Donc pour les espèces vraiment liées au milieu humide, le facteur déterminant, ça va être la présence d'eau dans le sol. Et donc voilà. Alors que pour les espèces, au contraire, plutôt des sols mésiques ou légèrement secs, elles vont être plus largement déterminées par le facteur climatique, puisqu'il n'y a pas de contrainte d'engorgement au niveau du sol. C'est vraiment le climat qui va driver leur présence et leur potentialité de développement. Et ensuite, à l'autre bout du spectre, pour les espèces vraiment de sol très sec, là, c'est à nouveau un déterminisme plutôt édaphique, où là, c'est vraiment l'absence de sol et du coup l'absence d'eau dans le sol qui va être vraiment le facteur prégnant. Et donc, ce qu'on peut voir en fait en faisant l'analyse, c'est qu'il y a une menace relativement importante sur les espèces des sols mésiques et légèrement secs. C'est assez logique parce que c'est les espèces qui sont directement liées aux conditions climatiques. Alors, c'est les espèces les plus communes en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, en termes de proportion, c'est pas forcément là où il y a le plus gros impact. Mais on voit qu'en termes de nombre d'espèces, par contre, c'est assez significatif. Et l'autre élément qu'on peut dire, c'est sur la forte proportion d'espèces de zones humides. Et ça, c'est à mettre en lien avec une modification potentielle des régimes de pluie et également l'allongement de périodes de sécheresse qui pourraient être du coup défavorables à pas mal d'espèces qui ont besoin quand même d'une certaine quantité d'eau à certaines périodes de l'année. Alors après, on voit que voilà, c'est pas parce qu'une espèce elle est adaptée à des sols très secs qu'elle n'est pas menacée par le changement climatique. C'est pour ça qu'on a quand même des espèces mésoxérophiles ou xérophiles qui peuvent être menacées, tout simplement parce que en montagne, il peut y avoir des espèces qui vont pousser sur des dalles, donc elles sont vraiment dans des contextes de sol très secs, mais qui vont avoir besoin d'une humidité atmosphérique qui, elle, est très élevée et liée voilà, au contexte montagnard. Donc on peut avoir ce profil d'espèce-là qui peut être menacé par le changement climatique. Et je reviens encore une fois là sur le fait que la menace climatique, elle a été très certainement sous-estimée pour les espèces aquatiques et va se poser la question notamment du maintien de la disponibilité en eau, mais également de variables sur la qualité de l'eau, la température de l'eau, qu'on n'a pas en fait pour l'instant dans nos modèles. C'est un petit peu ce qui s'est remis, c'est que ces variables-là, on les a déjà pas forcément pour l'actuel et elles ne sont pas disponibles à notre connaissance pour le futur. Donc c'est ce qui limite en fait la définition de la menace climatique pour ces espèces aquatiques. Alors ensuite, on s'est intéressé aux impacts à la fois de la sévérité du changement climatique et également aux effets temporels. Donc là, je récapitule donc les chiffres pour la première liste Flore Sentina. Donc on a 350 espèces qui sont concernées, réparties comme indiqué, avec une valeur médiane de contraction qui est de l'ordre de 60%. Donc ça, c'est vraiment ce qui est lié à la liste Flore Sentina, c'est notre base de travail. Et en fait, si on compare d'un côté avec ce qui peut se passer à plus court terme, donc pour l'horizon proche, 2021-2050,
on voit que il y a quand même un nombre déjà assez important d'espèces qui est menacé à court terme, 187 espèces au total, dont 26 très fortement menacées, avec une valeur médiane de contraction de quasiment un tiers, enfin de un tiers en fait. Et à l'inverse, si on regarde ce qui se passe sur un scénario plus optimiste pour le même horizon intermédiaire 2041-2070, donc avec le scénario RCP 4.5, on voit que cette fois, le nombre total d'espèces concernées, il est divisé par 2 et que la valeur médiane de contraction, elle est ramenée à 25%. Et donc, ces éléments indiquent vraiment l'impact très important en fait du scénario d'émissions de gaz à effet de serre et de la trajectoire du coup qu'on prend derrière sur la menace climatique qui va peser sur les espèces végétales et sur la biodiversité de façon générale. Donc, à partir de toutes ces premières tendances et du coup de la constitution de cette première liste Flore Sentina, donc on a souhaité un petit peu que ça puisse servir pour l'intégration de la menace climatique dans la bioévaluation et dans les orientations de gestion. C'est aussi l'objet de ce webinaire. Donc le premier intérêt, comme l'esquissait Rémi en introduction, c'est en fait le fait d'être un complément aux listes rouges nationales ou régionales en aidant à la hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore. Ça vient du fait que les listes rouges, en fait, s'intéressent à l'évaluation de la menace qui pèse sur les espèces végétales de façon générale, mais elles prennent par contre de façon pas toujours bien en compte en fait les menaces futures, tout simplement parce qu'il manque d'outils et d'éléments pour intégrer ces aspects-là. Et donc cette liste Flore Sentina, elle vient justement combler un petit peu ce manque pour affiner donc les listes rouges et la hiérarchisation des enjeux. Ensuite, ça peut servir au diagnostic de vulnérabilité climatique à des échelles plus locales. Donc, on pense notamment à l'identification des espèces à enjeux climatiques sur des sites ou des réserves, et de façon indirecte sur les habitats ou les végétations. Et l'idée, c'est finalement de définir l'enjeu local en fonction de la vulnérabilité climatique locale des espèces. Et donc pour ce faire, donc on a mis plusieurs documents à disposition. Le premier, c'est donc la liste Flore Sentina des 350 espèces au format tableur que je vous présente rapidement ici, qui est téléchargeable sur le site de l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine et qui est aussi dans les annexes du rapport. Il y a un lien qui est affiché. Donc, il se présente de cette façon-là avec des premières colonnes sur l'identification de l'espèce avec les indications taxref et le nom des espèces. On a l'occurrence à la maille de 1 km à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, donc c'est les données de février 2020, c'est pas les données voilà, les plus récentes. Donc c'est ça, il faut être vigilant par rapport à ça et j'en toucherai un mot plus tard. Ensuite, on a plusieurs colonnes liées au degré de menace climatique, donc selon les différents scénarios et horizons qui ont été travaillés, que je vous ai présentés précédemment. On a des éléments sur la répartition territoriale donc, de l'occurrence. Donc, est-ce qu'une espèce elle est plutôt présente en Aquitaine, en Poitou-Charentes, en Limousin? Avec une distinction pour les Pyrénées, c'est pas prendre au sens strictement montagnard, c'est plus présent dans les Pyrénées atlantiques. Donc voilà, c'est un petit peu large que les Pyrénées sensus stricto. Et ensuite, on a plusieurs colonnes sur des indications écologiques et biologiques qui nous ont servi en fait à l'interprétation des résultats, donc que ce soit sur les types biologiques, les optimums thermiques ou d'humidité du sol, l'affinité forestière également. Et enfin, une dernière colonne sur la végétation optimale de chaque espèce, et c'est ça qui peut permettre justement de faire le lien avec les végétations ou les habitats menacés.
Et ensuite, donc les autres éléments mis à disposition, donc il y a les cartes d'évolution et les cartes des aires climatiques, donc qui ont déjà été présentées précédemment. Donc il y a un premier document donc, qui met en regard donc les cartes d'affinité climatique pour la période actuelle et les cartes d'affinité climatique pour le futur. Donc c'est des cartes sur une double page, elles sont par couple pour faciliter la lecture. Et on a un deuxième document PDF, du coup, qui est cette fois qui rassemble les cartes des 350 espèces, les cartes d'évolution de l'affinité climatique, donc en dégradé de rouge, bleu, gris. Et donc, c'est ces cartes-là qui peuvent permettre d'identifier des enjeux locaux et la responsabilité en fonction de la vulnérabilité climatique locale des espèces. Donc voilà quelques rappels et éléments sur les leviers d'atténuation de la menace climatique, mais je ne vais pas forcément détailler ces éléments-là parce qu'il y a sûrement des personnes plus documentées que moi sur ce sujet parmi vous. Simplement, voilà, refaire un petit point sur le fait que la fragmentation des habitats et les continuités écologiques sont un levier assez important pour notamment lever les contraintes de dispersion, parce que s'il n'y a pas les bons supports de dispersion, les espèces vont avoir du mal notamment à migrer naturellement pour trouver des conditions favorables à leur développement. Ensuite, il y a tout l'intérêt génétique et adaptatif pour des populations qui sont en marge de répartition, qui peuvent être certes plus menacées, mais qui présentent aussi certaines résistances face à de multiples stress. Donc ça peut être intéressant aussi en termes de migration, de bien l'avoir en tête et de ne pas considérer que certaines espèces, parce qu'elles sont dans des zones qui climatiquement leur sont défavorables, elles sont vouées à disparaître. Il peut y avoir voilà, des maintiens liés à ces adaptations génétiques. Et le dernier point que j'aborde ici, c'est l'importance des microclimats dans l'atténuation notamment des événements extrêmes et également l'importance de la diversité des conditions microclimatiques, vraiment à l'échelle locale pour la persistance des espèces menacées. Typiquement, vous prenez un grand coteau calcaire, si vous avez de la pelouse rase partout, vous allez avoir beaucoup d'espèces qui vont être plus sensibles du fait qu'il n'y ait pas de conditions microclimatiques en fait, sur ce coteau, alors que si vous avez des patchs de fourrés, de prébois, d'ourlets, etc., vous allez avoir une diversité de conditions microclimatiques qui va être favorable finalement au maintien en fait d'un grand nombre d'espèces qui vont pouvoir se réfugier en fait dans ces microclimats. Et si on reste justement sur cet aspect microclimatique et sur l'effet et l'intérêt de ces microclimats, on reprend l'exemple assez parlant du hêtre, où là on affiche donc la carte de l'affinité climatique actuelle du hêtre en Nouvelle-Aquitaine. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a énormément de données de présence qui sont en dehors des zones d'affinité climatique élevées. Donc, ce qu'on peut se dire au départ, c'est que le modèle, il est pas bon, il n'est pas correct. Et en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est que du coup, dans certaines zones, et notamment dans la hêtraie du Ciron, mais également en forêt du Mas d'Agenais, toute la sylve d'Argençon, qui sont entre la forêt de Chizé et le bois de Braconne à l'est d'Angoulême, c'est qu'on va être dans des secteurs du coup où on voit que l'affinité pour le hêtre, elle n'est pas très élevée, mais pourtant le hêtre, il est présent depuis très longtemps, il est indigène dans ces secteurs. Et du coup, en fait, quand on regarde par rapport à notre réseau de suivi, donc dans ce type de forêt, on suit une vingtaine de hêtraies à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, dans lesquelles on a mis des stations météo en sous-bois. Et en fait, quand on compare les données de ces stations météo avec les données des stations météo France les plus proches, qui, elles, s'intéressent vraiment au macroclimat, on voit que, il y a des écarts de température non négligeables, notamment sur les températures estivales, avec un écart de près de 1 degré pour les températures moyennes estivales et un écart de plus de 2 degrés pour des températures maximales estivales.
Donc là, on voit vraiment tout l'intérêt de cet effet tampon du microclimat dans le maintien en fait local des espèces végétales, et aussi l'intérêt en termes de gestion derrière qu'il peut y avoir dans ce cas-là au maintien du microclimat forestier, par exemple. Ensuite, en termes d'application et d'implication, il y a tout l'intérêt de poursuivre ou de déployer des suivis d'espèces ou de communautés végétales qui vont être menacées. Donc, dans le cadre du programme Sentinelle du climat, on a développé énormément de suivis protocolés sur plusieurs milieux, et également en lien avec Natura 2000 pour l'évaluation de l'état de conservation des habitats. Et donc, en fait, le fait d'avoir cette liste-là, ça va nous permettre justement de définir des indicateurs justement d'évolution des espèces menacées pour les suivis déjà en cours. Mais ça peut être aussi un prétexte pour la mise en place de nouveaux suivis, que ce soit de communautés ou d'espèces, pour alimenter notamment le réseau de surveillance des plantes rares et menacées de Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, là, j'ai mis un lien notamment vers le bordereau espèce à enjeu qu'on utilise, qu'on a développé au Conservatoire botanique, qui permet une récolte relativement standardisée des effectifs de population d'espèces. Et l'intérêt, c'est qu'il sera bientôt adossé à un module de suivi sur l'application Lobelia, donc pour pouvoir vraiment suivre la dynamique de ces espèces à enjeu. Et ensuite, l'autre événement, ça va être plus lié à la documentation régulière, pas forcément avec des protocoles standardisés, mais sur l'impact en fait d'événements extrêmes, typiquement une très forte sécheresse ou canicule sur un coteau, où on va voir des espèces hémicryptophytes comme des fétuques par exemple qui vont fortement où il va y avoir une très forte mortalité. Ça peut être intéressant à noter en fait et à documenter au long cours sur certains sites pour voilà, avoir des informations sur des impacts ponctuels, et finalement avoir un rôle de premier signal d'alerte. Et donc j'en viens maintenant à toutes les perspectives en fait associées à ces travaux-là. Elles sont tout d'abord sur les aspects d'amélioration des projections. Donc on en a un petit peu parlé à la suite de la présentation de Rémi, mais il y a des enjeux d'amélioration déjà sur la mise à jour des données sources, que ce soit sur les données FLOR, parce que comme indiqué, en fait, on se base sur des données qui ont été extraites en 2020. Donc, il y a eu une amélioration des connaissances sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, et notamment en Poitou-Charentes sur ces données FLOR. Donc, c'est très important de les prendre en compte. Également, voilà, de revoir ce qui a été les nouvelles données disponibles sur les variables environnementales, et également de mettre à jour les simulations climatiques. Et également de refaire un travail éventuellement sur des modèles qui peuvent être plus performants pour réaliser ces projections. Ensuite, on l'a évoqué, l'enjeu de l'élargissement de l'emprise géographique, avec le passage d'une emprise strictement administrative à biogéographique, en travaillant à minima à l'échelle du bassin aquitain. Évidemment, le travail, l'intégration des capacités de dispersion des espèces va être un enjeu assez majeur, notamment pour les espèces en extension ou en déplacement d'air climatique, comme évoqué Rémi. L'intégration de facteurs biotiques également sera à réfléchir, et tout ce qui va concerner les pressions anthropiques. Donc là, c'est plus les barrières à la dispersion, l'artificialisation des sols, tout ce qui va finalement empêcher la migration et la dispersion des espèces. Donc ça concerne vraiment les enjeux de projection. Et ensuite,
pour les perspectives en termes d'application pour la gestion et la conservation des espèces végétales. Le but, ça serait, à partir de ces de ces nouvelles projections, de compléter justement cette liste Sentina, tout en précisant la menace en termes d'intensité et également au niveau géographique pour chaque espèce. Donc, en gros, d'élargir la liste, de pouvoir compléter. Rémi évoquait le fait que c'était une liste qui était non exhaustive. Donc, le but, c'est déjà d'identifier les espèces en plus, qui sont menacées et pour celles qui sont déjà dans les 350, de préciser leur niveau de menace. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir une meilleure appréhension de l'évolution pour les espèces qui sont en progression d'affinité, enfin, dont l'aire d'affinité climatique sera en progression ou restera stable, pour pouvoir vraiment dire des choses dessus en termes de conservation. Et le dernier point, c'est cette fois sur l'étude des facteurs climatiques vraiment déterminants pour chaque espèce dans l'évolution de l'ère climatique, parce que là, le modèle, c'est un indice synthétique, en fait, l'indice de sensibilité, il nous dit telle espèce, elle est sensible à une évolution du climat. Mais en fait, on a du mal à voir pour l'instant derrière sur quel facteur plus précisément est-ce que telle ou telle espèce est sensible. Est-ce que c'est plus sur une modification du régime hydrique ou sur une augmentation des températures? Et donc là, il y a un enjeu vraiment de pouvoir, dans un premier temps, définir voilà, l'optimum et l'amplitude pour les principales variables climatiques pour les différentes espèces, pour que derrière, il y ait des applications en termes de gestion, de dire l'optimum de telle espèce, c'est ça, sa gamme de tolérance, c'est ça, et du coup, compte tenu du changement climatique qui est prévisible, l'espèce, elle va être plutôt sensible sur tel ou tel facteur, quoi. Que vous, en tant que gestionnaire, vous puissiez avoir cette info-là pour travailler sur les bons leviers de gestion. Et du coup, j'en ai terminé donc sur cette partie et on peut passer du coup au second temps d'échange. Alors pour l'instant, il y a énormément de questions, mais il y avait une question de Yann Sellier qui posait sur la classification de Ranquier. Est-ce qu'on a utilisé aussi, tu présentais tout à l'heure une analyse avec les différents types d'espèces et leur écologie. Est-ce qu'on a utilisé aussi une lecture avec les annuels, les géophytes, thérophytes, est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Oui, Sur pour le webinaire, là, on a fait un choix. On ne pouvait pas présenter tout ce qui est développé dans le rapport, mais dans le rapport, effectivement, on développe les éléments sur les types biologiques. Et ce qu'on voit, c'est que c'est principalement les herbacées qui sont menacées parce que elles constituent la majeure partie de la flore de Nouvelle-Aquitaine. Et parmi ces herbacées, on voit que ce sont surtout les hémicryptophytes qui sont, en termes de proportion, qui sont les plus menacés. Et à l'inverse, les thérophytes le sont relativement moins, quoi. On avait une deuxième question de Michael Guyon qui demandait par rapport à la part d'espèces non prises en compte dans les graphiques et les tableaux de menaces. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur des espèces non évaluées et évaluables dans ces gradients thermiques et optimum d'humidité? Et quelle part pourrait aussi prendre l'arrivée de nouvelles espèces de régions voisines pour comprendre, en fait, pour mieux comprendre les résultats et l'éventuelle sous-estimation de l'impact des changements climatiques sur les végétations régionales? Je transforme un peu la Ouais. question, mais Ouais, alors du coup, on n'a pas fait le travail effectivement de voir parmi les espèces qui n'ont pas été prises en compte quelles étaient, dans quelle catégorie de gradient thermique ou d'humidité elles étaient. Donc ça serait effectivement un travail à faire dans le futur, ouais. Et après, quelle part pourrait aussi prendre l'arrivée de nouvelles espèces en région, des régions voisines? Justement, c'est tout l'enjeu d'élargir l'emprise de modélisation et d'intégrer les capacités de dispersion pour pouvoir vraiment donner des éléments fiables là-dessus, quoi.
Juste pour compléter, Kevin, sur l'histoire des espèces qui n'ont pas été prises en compte jusqu'ici, si vous regardez les graphiques tels que ceux qu'a présenté Kevin, là, vous verrez dans les légendes que à chaque fois, on parle théoriquement des 2181 espèces pour lesquelles on a fait l'étude ici, mais en réalité, vous verrez qu'à chaque fois, le chiffre est un petit peu inférieur. On est à 2040, 2050, etc. Parce qu'il faut croiser aussi avec l'info, l'autre info, c'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, les thérophytes et micryptophytes, le IVE pour le gradient d'humidité, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les deux infos à la fois. Donc pour celles pour lesquelles on n'a pas encore fait le travail pour le moment, pour qu'on arrive à le prolonger sur ces espèces-là aussi, il faudra aussi qu'on ait l'info dans ces bases de données-là aussi. Donc on ne peut pas vous dire on fera pour toutes les espèces, quoi. C'est ça que je veux dire, hein. On pourra faire qu'avec la donnée qu'on a. C'est ce que je veux dire. On avait une question de Mathilde en M1 de droit public, mais qui s'éloigne un petit peu de la thématique quand même du webinaire, enfin en tout cas de l'aspect scientifique. C'était comment, à partir de ces travaux-là, on peut traduire ces modèles dans les politiques publiques de protection de la flore, et est-ce qu'il y a un lien entre notre travail et le droit, puisqu'elle est en M1 droit public. Alors je ne sais pas si quelqu'un veut Alors, répondre à la question ou si... il peut y avoir, j'imagine, derrière le lien avec tout l'aspect réglementaire de protection des espèces. Et ça passe notamment par le premier travail, en fait, c'est de pouvoir alimenter les listes rouges sur ces aspects justement de menaces climatiques. Et derrière, les listes rouges servent à la révision des listes d'espèces protégées. Donc effectivement, il y a un lien en fait relativement indirect entre ce travail-là et du coup derrière les implications en termes de protection purement réglementaire, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. N'hésitez pas à prendre la parole aussi si vous souhaitez intervenir. Vous pouvez lever la main et puis Émilie pourra vous donner la parole. On a une autre question sur la question de recalculer l'indice de sensibilité, mais à l'échelle d'un site. Est-ce que ça paraît pertinent? Et est-ce que ça peut être différent du coup en termes d'indice entre une espèce enfin, dans le territoire du Limousin et les Pyrénées? Pour une même espèce, est-ce qu'on peut avoir des indices de sensibilité différents du coup? Je peux Sur le... peut-être laisser Rémi ouais, répondre. j'allais prendre la parole. Sur le plan technique, sur cette question, ce serait pas infaisable. Ce que je verrais, ça serait typiquement de comparer les deux cartes qui vous sont pour l'espèce en question. Allez regarder donc dans la maille à laquelle correspond votre site, dans laquelle tombe votre site, ou les plusieurs mailles si c'est un grand site, si ça recoupe plusieurs, d'aller voir quels sont les pourcentages d'affinité climatique, donc les valeurs, ce qui était traduit en niveau de vert, jaune, rose sur certaines cartes, aller sortir ces valeurs-là pour l'espèce dans une maille pour l'actuel, voir l'évolution de cette valeur pour cette même espèce dans cette même maille pour une projection future, et faire le delta entre les deux. Ça vous donnerait une idée de la diminution ou augmentation ou stagnation de l'affinité climatique de l'espèce dans le futur. Ce serait une façon de le faire. C'est d'ailleurs des types de cartes que j'avais sortis au tout début. Pour en bringuer, je vends peut-être la peau de l'ours avant de le tuer, mais une idée qu'on avait sur la présentation des résultats, là en l'état, vous pouvez télécharger des cartes PDF, donc avec les types de cartes qu'on vous a mis, donc les cartes d'affinité climatique et les cartes d'évolution de l'affinité climatique. Une chose qui serait intéressante à notre sens, ce serait de produire quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on a déjà mis en ligne pour un autre programme, donc le programme Hotspot sur l'OBV, l'Observatoire de la biodiversité végétale, c'est-à-dire un outil qui vous permet donc d'afficher les cartes en question, puis de cliquer sur une maille et d'avoir donc la liste des espèces afférentes à la maille qui s'affiche, et donc vous auriez dans une colonne le taux de contraction de l'air climatique de cette espèce pour tel ou tel scénario d'émissions de gaz à effet de serre et horizon. Ça permettrait peut-être de répondre à certaines de ces questions-là. C'est quelque chose qui était faisable sur le plan technique, mais on ne l'a pas encore mis en place. C'est une idée qu'on a, mais ce n'est pas encore en projet, même sur la table. D'autres questions qui sont arrivées? Oui, il y a d'autres questions. Il y a une question sur est-ce que ce travail pourrait être transformé en un outil d'aide ou d'orientation directement utilisable par les gestionnaires pour construire des actions de gestion plus précises autour de la thématique d'évolution de la flore?
C'est un peu ce que je disais, il me semble. C'est-à-dire, c'est un outil qui pourrait être imaginé, ça serait ça, c'est-à-dire un outil cartographique qui vous permettrait d'aller voir dans chaque maille ce qu'il y a et le devenir des espèces dans cette maille. Je sais pas si Kevin, tu as d'autres. Ouais, bah après, déjà, dans un premier temps, en fait, à l'échelle d'un site, en fait, c'est simplement d'avoir la liste des espèces menacées et de pouvoir l'intégrer enfin, vous avez la liste des espèces végétales sur votre site et simplement de pouvoir avoir les différents statuts, que ce soit liste rouge de protection, et du coup d'avoir des éléments sur la menace climatique. Déjà, c'est un outil d'aide justement pour identifier les enjeux au niveau du site. Et ensuite, il y a les cartes, comme disait Rémi, la consultation des cartes, qui peuvent être un outil d'orientation aussi. Alors pour l'instant, elles sont en PDF, donc c'est pas le format le plus idéal. Mais voilà, à court terme, c'était le seul moyen qu'on avait pour l'instant. Il y a Sandra qui souhaite intervenir. Oui, sur ce volet, justement, en fait, l'intérêt aussi de vous présenter en tant que gestionnaire aujourd'hui, tout ce travail très riche mené par les CBN ces dernières années, et on vous en remercie de cette liste sur la flore sentinelle Nouvelle-Aquitaine, c'est que ça nous semblait à la fois un outil intéressant pour améliorer la connaissance et intégrer la menace climatique dans la répartition future, donc du coup des 350 espèces que vous avez intégrées à enjeux climatiques au sein de la région. Avec le second outil qui est les cartes, et que ces cartes puissent justement servir aux gestionnaires qui sont publics majoritaires aujourd'hui, pour faire effectivement, accroître la connaissance, comme tu l'as dit, Kevin, dans un premier temps, quelles sont les espèces de flore sur un site donné géré en tant qu'espace naturel, pour savoir qu'est-ce qui pourrait être testé, notamment peut-être aussi tester l'importance des microclimats pour la résilience de certaines espèces de flore, ou tester d'autres facteurs de gestion qui pourraient influencer soit le maintien, soit effectivement la répartition d'une partie de ces espèces de flore. Et sur ce temps de questions, justement, s'il y a d'autres gestionnaires qui veulent réagir sur comment ils envisagent de peut-être intégrer ces ressources qui vous sont présentées aujourd'hui pour avoir une gestion plus précise sur l'évolution de la flore en Nouvelle-Aquitaine. J'ouvre un peu le débat du coup. Je me permets, je suis modératrice, mais je me permets juste une petite intervention en complément aussi. On parle beaucoup espèces, mais il y avait une diapositive de Kevin, là, quelques diapos précédentes, qui a insisté aussi sur quelques mesures qui peuvent être prises pour essayer de modérer les impacts du changement climatique, en travaillant aussi sur la connectivité, en travaillant sur le microclimat, et du coup, peut-être travailler un peu plus en mosaïque. Donc, il ne faut pas non plus tout orienter sur l'approche espèce et sur les cartes de modélisation. Ça reste qu'un outil qu'il faut croiser avec d'autres démarches. Si je reprends le fil des discussions, il y avait Thierry Gatelier qui a indiqué qu'il y avait une incertitude forte climatique, notamment vis-à-vis de la circulation nord-atlantique, qui n'est pas prise en compte actuellement dans les RCP. Donc la question, est-ce qu'il ne faut pas être prudent en matière d'application terrain ou juridique de ces modélisations et plutôt continuer à capitaliser de la connaissance scientifique? Donc, je pense que les deux ne sont pas antagonistes, mais je vous laisse répondre. Sur l'effondrement de la MOC en question, ouais, c'est des scénarios qui sont étudiés actuellement. Moi, je ne suis pas climatologue, donc je ne sais pas ce qu'il en est des modèles climatiques globaux. Est-ce qu'ils intègrent cet effondrement actuellement et son devenir? J'imagine que oui. Quels sont les impacts de cet effondrement pour la France et plus précisément la Nouvelle-Aquitaine pour les horizons dont on parle? Je ne sais pas. Nous, on se base forcément sur la donnée qui nous est disponible, produite par ces spécialistes-là. On entend qu'effectivement, ça pourrait évoluer les projections au fur et à mesure de l'avancée de la science, ce qui est logique. À ce moment-là, nous, on mettra à jour nos modèles dans le temps qu'on pourra. Mais en l'état, disons que c'est la science, quoi. C'est un état de la projection, c'est ça. Donc on fait les prédictions qui correspondent à cet état de la connaissance par d'autres structures, quoi. Voilà. Et on essaiera de s'adapter si les projections changent. Ouais, Et du coup, il y a complètement.
Ouais, je voulais juste compléter, c'est vrai que cette liste n'est pas l'alpha et l'oméga, on veut pas que ce soit ça, l'alpha et l'oméga de la gestion des espaces naturels, c'est juste un élément complémentaire voilà, aux outils qui existent déjà, notamment les listes rouges ou les listes d'espèces patrimoniales, que voilà, cette menace climatique qui voilà, est quand même d'intérêt pour la conservation, qu'elle soit bien au mieux prise en compte, quoi. Et pour revenir sur les applications terrain, si l'application, ça veut dire maintenir une certaine connectivité, etc., je veux dire qu'on ait un effondrement de la Macopa, le maintien de cette connectivité elle sera bénéfique dans les deux cas. Donc, il y a des choses qui peuvent être entreprises, il me semble, quand même, dans tous les cas, dès maintenant, même si, effectivement, c'est des projections futures. Donc, il n'y a rien de dit que c'est ce qui arrivera forcément de façon évidente et certaine, quoi. Faut toujours une incertitude sur la projection du futur. Et continuer à capitaliser de la connaissance scientifique, je pense que ça reste quand même aussi dans nos objectifs et qu'on l'a un petit peu présenté au travers du bordereau espace enjeu et des démarches qui sont là Ouais, pour valider les modèles. complètement, ça doit être mené de front en fait. C'est vrai que là, les projections nous donnent une trajectoire potentielle et en fait, ça reste à vérifier derrière sur le terrain au travers des suivis et également au travers voilà, d'inventaires réguliers, etc. de la flore. Alors, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, on ne peut pas travailler uniquement avec des projections. Il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Et en regardant ce qui se passe sur le terrain, on peut aussi améliorer derrière les projections, notamment sur des capacités de facteurs de compensation, etc., qu'on a pu identifier à partir des suivis de terrain, de pouvoir les intégrer derrière dans les modèles d'une façon ou d'une autre, quoi. On avait une question sur les démarches. Est-ce qu'il y a des démarches équivalentes dans les autres régions portées par les CBN ou d'autres structures? Alors moi j'ai connaissance d'une démarche équivalente réalisée par le CBN alpin. Pour les autres régions et les autres CBN, pas à ma connaissance. Il y a le CBN Pyrénées et le CBN Massif Central qui sont impliqués avec nous sur cette partie-là. Voilà, j'ai pas connaissance pour d'autres au-delà du CBN alpin. Mais je vous engage à aller voir le résultat du CBN alpin, c'était intéressant aussi. Ouais. Je reviens un petit peu en arrière, on avait une question de Guillemette Tusson sur les espèces exotiques envahissantes. Est-ce que l'étude apporte des éléments sur les modifications d'aire de répartition pour les espèces exotiques qui pourraient aider au choix de priorisation des gestions dans un contexte budgétaire qui est contraint et dans lequel la lutte contre les espèces exotiques pèse fortement? Ouais, alors vaste problématique que les espèces exotiques. On les a intégrées en fait dans les 2181 espèces. En fait, on a cherché justement à voir la dynamique de ces espèces exotiques. Et en fait, on s'est heurté à un problème sur la constitution de la niche écologique et climatique de ces espèces. En fait, on n'est pas capable actuellement, notamment pour des espèces qui ont des dynamiques assez rapides, à quel point est-ce que la niche écologique actuelle en Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'elle est représentative de sa niche écologique générale, ou est-ce qu'en fait, pour l'instant, elle occupe qu'une petite partie de sa niche et qu'elle est capable de s'étendre? Et en fait, face à ces limites-là, on a préféré en fait écarter les espèces exotiques, au moins pour les espèces menacées par le changement climatique, parce qu'on n'avait pas assez d'éléments de certitude en fait sur la niche écologique de ces espèces à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a des pistes de recherche là-dessus sur justement l'élaboration de la niche dans les aires d'indigénat et de pouvoir derrière transposer dans des nouvelles aires pour essayer de voir un petit peu quelle pourrait être l'affinité climatique future pour ces espèces par rapport à leur niche théorique dans leur aire d'indigénat. Mais là, du coup, on n'a pas traité ces espèces-là du fait des incertitudes, quoi. On avait encore une autre question. Enfin, dans le chat, il y a une remarque de Thomas Osten qui indique que, pour information, dans le cadre du LIFE Biodiff France, coordonné par l'OFB, une approche similaire a été développée, mais axée sur la vulnérabilité climatique des habitats forestiers d'intérêt communautaire.
et de leur cortège d'espèces structurantes, donc forestières, en partenariat avec de nombreux PNR, et je rajoute CBN, puisqu'on y participe aussi, enfin en tout cas CBNSA. Et Ludovic rajoute que le CBN Pyrénées est en train de réaliser un travail similaire sur le massif pyrénéen. Sur les questions, on a une demande de précision sur une fois qu'on a identifié les espèces menacées présentes sur un site donné, selon vous, CBN, comment on doit adapter la gestion? Est-ce qu'il faut plutôt favoriser les espèces menacées ou plutôt favoriser celles qui sont moins menacées et susceptibles de s'adapter? Donc peut-être réexpliciter la démarche. Ouais, bah ça c'est effectivement c'est assez central en ce qui concerne le travail de gestionnaire. C'est pas évident de fournir une réponse unique parce que ça va dépendre, à mon sens, des enjeux liés à cette espèce menacée par ailleurs. Si l'espèce elle est également sur liste rouge, qu'il y a des enjeux de conservation qui sont par ailleurs très forts, il peut y avoir un intérêt effectivement à mettre des moyens pour la conserver, mais il faut pas que ça soit au détriment des espèces qui pourraient arriver et qui sont plus susceptibles. Donc il y a un équilibre en fait à trouver dans la gestion des sites et des espaces protégés qui est pas toujours évidente à faire. Et après, pour des espèces qui présentent des enjeux faibles par ailleurs, notamment sur les listes rouges ou autres, mais qui présentent une menace climatique, voilà, ça peut être à la marge de pouvoir favoriser voilà, une gestion, par exemple une espèce de pelouse, voilà, plutôt d'affinité fraîche, qui pourrait se réfugier dans des ourlets, par exemple, ou en lisière forestière, justement d'avoir une gestion par rapport à ces espaces-là. C'est assez complexe d'apporter une réponse vraiment clé en main. Générale quoi, sur ces questions-là. C'est beaucoup du cas par cas en fonction des enjeux qui peuvent exister par ailleurs et de la responsabilité aussi sur telle ou telle espèce. Et je me permets de compléter, pour en avoir discuté en inter-CBN, c'est vrai que le message qu'on veut faire passer, c'est évidemment de ces espèces menacées, c'est pas de les oublier et de passer à autre chose et de les remplacer par d'autres espèces. En tout cas, bon, adviendra ce qui adviendra, mais c'est pas le message qu'on veut faire passer. C'est plutôt d'en avoir conscience, d'essayer de se projeter dans un futur, mais aussi d'avoir des actions de gestion, comme on disait, plutôt à l'échelle macro, à l'échelle de la continuité écologique, à l'échelle des microclimats, et pas forcément ciblées sur l'espèce en question, et plutôt travailler sur la diversité génétique, sur d'autres aspects. Et on avait une remarque dans le fil de discussion sur le dialogue entre recherche et gestionnaire qui serait intéressant à développer pour pouvoir orienter les prospections futures et nourrir la recherche, nourrir ces travaux. Ouais, complètement, effectivement, sur ces aspects-là. Et voilà, il y a un enjeu en fait de ces espèces. On n'a pas parlé de notion de dette climatique là au cours de ce webinaire, mais c'est quand même quelque chose d'assez central parce qu'en fait toutes les espèces menacées, les 350 espèces là, en fait c'est les espèces qui vont présenter la plus importante dette climatique, c'est-à-dire l'écart entre leurs conditions optimales de développement et les conditions réelles, enfin qui seront réellement présentes. Et donc, l'enjeu, en fait, c'est de pouvoir réduire au maximum cette dette climatique sur les sites justement en permettant le maintien le plus longtemps possible des espèces qui sont menacées et de voir finalement si substitution de cortège il doit y avoir, que ça se fasse sur le temps le plus long possible pour justement permettre des adaptations à la fois des cortèges, mais aussi tout le lien avec la faune qui peut y avoir, quoi. De pas se retrouver dans le cas de figure où les espèces adaptées sont pas encore arrivées parce qu'il y a des problématiques de dispersion et de migration, et les espèces qui sont là
disparaissent en fait du fait d'une menace climatique trop forte et d'une gestion inadaptée. Et en fait, on se retrouve dans le cas des espèces, enfin de milieux avec des cortèges d'espèces relativement ubiquistes. Donc finalement, un appauvrissement en termes de biodiversité sur un temps qui peut être plus ou moins long, quoi. C'est ça l'enjeu, les éléments à éviter, quoi. Parce que les espèces adaptées, elles n'arriveront pas forcément tout de suite dès que les conditions climatiques sont favorables. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors, pour l'instant, il n'y a plus de questions ni d'autres réactions dans le fil de discussion et je pense les avoir toutes prises en compte. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à réagir et à lever la main. Comme ça, on vous ouvre le micro ou en tout cas, je partirai en recherche de vos messages dans le fil de discussion. Je crois que j'ai oublié personne. Personne ne réagit en tout cas. Non, c'est bon, Émilie, merci beaucoup. On peut peut-être, Kevin, pour compléter la réponse à la question qu'Émilie avait relayée sur comment ce travail pourra être un outil d'aide aux gestionnaires, enfin, ce qui aurait se retrouver dans plusieurs questions, en donnant peut-être la suite, les perspectives, enfin, tu l'as déjà évoqué, hein, sur quelles sont les pistes euh, pour la suite de ce travail et les pistes d'amélioration, notamment de mise à jour, mais peut-être le redonner rapidement en conclusion. Et s'il y a des gestionnaires, bon, déjà, il y en a quelques-uns, le Parc national des Pyrénées qui a effectivement indiqué, ou d'autres gestionnaires qui ont indiqué qu'ils souhaiteraient travailler. Si vous pouvez aussi, côté gestionnaire, nous indiquer quelle forme vous souhaiteriez que ça prenne. Est-ce que dans la suite du programme Sentinelle, vous souhaiteriez un accompagnement plus précis? Comme l'a indiqué Kevin, il n'y a pas vraiment de réponse clé en main, il y aura plutôt du cas par cas. Donc, est-ce que effectivement, on envisage un accompagnement technique, comme ça peut être le cas sur les sites Natura 2000, de la part des CBN pour permettre de co-construire des actions qui permettront soit peut-être la création de poches de microclimat ou la résilience de certaines espèces avec d'autres mesures plus générales, comme les mosaïques ou les continuités. Effectivement, ouais, il y a en termes de perspective, donc il y a comme indiqué précédemment, tout ce qui va être l'amélioration des projections déjà pour pouvoir compléter la liste et d'avoir d'autres éléments aussi sur les espèces qui pourraient être en potentielle progression. Et puis du coup, pour des applications plus gestionnaires, c'est ce qu'on évoquait sur des indications sur les optimums et amplitude écologique pour les principales variables climatiques, en fait, pour les espèces, pour pouvoir justement avoir les bons outils pour orienter la gestion et pas, par exemple, favoriser comment dire, l'ombrage pour une espèce en se disant comme ça il y aura une température plus fraîche si ce qui est l'impact principalement c'est l'humidité du sol à certaines périodes par exemple. Donc de pas se tromper de facteurs déterminants, ça c'est un enjeu assez important il me semble pour les aspects de gestion. Et après, il y a aussi, alors c'est pas directement en lien avec dans le cadre du programme Sentinelle du climat, mais il y a un live qui est en cours de montage vraiment pour tester justement des approches de gestion qui prennent en compte notamment ces facteurs microclimatiques qui est porté par Sistude Nature et ça pourra être justement un axe, un projet de travail justement pour travailler sur tous ces aspects-là avec les gestionnaires, quoi. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres réactions, Sandra, je peux te laisser conclure, du coup, si tu veux, ce webinaire. Un grand merci effectivement côté région au CBN pour tout ce travail qui a quand même est le fruit de plusieurs années de collaboration. Donc merci beaucoup pour toutes les informations riches que vous nous avez déjà présentées aujourd'hui. La liste Flore Sentinelle-NA qui nous semble à la fois un outil intéressant pour mieux intégrer la menace climatique et la répartition future à l'échelle Nouvelle-Aquitaine du coup des espèces à enjeux climatiques telles que vous les avez nommées. Les cartes d'évolution des aires climatiques nous seront également un outil précieux, je pense, au niveau régional, parce qu'au-delà de la connaissance, justement,
souhaite faire ce lien avec aussi les gestionnaires et leur permettre de tester ou de saisir l'opportunité effectivement de voir quels facteurs de gestion sur leur site pourraient répondre à ces questions, à ces influences climatiques et à cette résilience peut-être aux aléas climatiques. Et en termes de base perspective, tu l'as évoqué, il y a un live sur la continuité de Sentinelle qui est envisagé. Et il y a aussi, alors pour revenir sur le volet pyrénéen et les politiques publiques en cours à l'échelle donc de ce territoire-là, il y a aussi un soutien de la région qui est apporté et en étroite collaboration avec le CBN Pyrénées-Midi-Pyrénées sur 2 programmes qui sont le FloraPyr 3D et le Flora Advance, pardon, qui sont à la fois sur l'échelle pyrénéenne, mais aussi avec une transfrontaliarité côté pyrénéen. Et également un LIFE, le LIFE for Climat, où notamment le WP3, donc le Work Package 3, est vraiment axé sur l'expérimentation et accroître les données justement à cette échelle transpyrénéenne et transfrontalière avec nos collègues espagnols pour justement à la fois ajuster les variables environnementales et les aires de répartition. Donc ça nourrira aussi votre projet, hein, vous l'avez dit, pour adapter au mieux ces variables environnementales déjà construites dans votre modèle et les affinités climatiques. Donc je pense qu'il y a une bonne continuité à vous souhaiter, une bonne suite dans tous ces projets. Merci beaucoup à tous, merci à tous les participants.